Poursuite du séjour du président de la République à Davos. Pour ce vendredi, Ibrahim Boubacar Keïta a participé à 2 sessions sur le secteur électrique et le climat des affaires agenda post-2015. Les défis administratifs, socio-économiques et sécuritaires, l'organisation des communales et régionales, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation échange avec les gouverneurs et les préfets. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous ouvrons ce journal par ce message de condoléances du président de la République, chef de l'État, à Sa Majesté Salman bin Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le rappel à Dieu de Sa Majesté Abdallah bin Abdel Aziz Al Saoud, serviteur des 2 saintes mosquées, président du Conseil des ministres, roi d'Arabie Saoudite, ce vendredi 23 janvier 2015. Figure marquante de l'histoire contemporaine du royaume d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Abdallah bin Abdel Aziz Al Saoud était un apôtre de la paix et un partisan du dialogue des civilisations. Sa disparition constitue une perte énorme pour le peuple saoudien et pour toute la Oumma islamique. En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais exprimer au nom du peuple et des institutions du Mali, ainsi qu'à mon nom personnel, notre profonde solidarité et nos sincères condoléances à votre majesté et au peuple frère du royaume d'Arabie Saoudite. Qu'Allah le Tout-Puissant et le Miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Je vous prie d'agréer, Sa Majesté, les assurances de ma très haute considération, Ibrahim Boubacar Keïta. Restons avec le président de la République qui poursuit son séjour à Davos. Aujourd'hui, il a participé à 2 sessions consacrées au secteur de l'énergie électrique en Afrique et au climat des affaires agenda post-2015 en Afrique. 2 sessions qui ont été très utiles car assorties de propositions concrètes pour le continent africain et en particulier le Mali. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Davos, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. L'Afrique connaît actuellement une période de croissance économique et de transformation soutenue. Une croissance qui requiert un investissement massif dans le secteur de l'énergie. Le taux d'accès à l'énergie reste très faible et disparate, moins de 20% en Afrique subsaharienne. Tenez, en 2010 par exemple, près de 590 millions d'Africains n'avaient toujours pas accès à l'électricité. D'où toute l'importance de ces panels sur l'énergie électrique. Une session qui a regroupé autour du président de la République, l'Américain Al Gore, le président de la BAD, Daniel Kaberouka, et le premier ministre ivoirien. Le défi de demain, c'est comment justement rattraper ce gap. Et l'initiative du président Obama relative justement au renforcement des financements en faveur de l'énergie, d'accès à l'électricité a été commenté et salué par les participants, mais également d'autres financements innovants et structurés ont été proposés afin qu'il y ait plus de ressources en faveur de la réalisation d'infrastructures énergétiques, notamment les barrages, mais également pour tout ce qui a trait à la distribution, mais au préalable au transport, mais aussi à la production d'électricité. Le président de la République a fait part de l'expérience dont nous sommes très fiers dans la sous-région, notamment notre organisation commune, qui est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a non seulement réalisé un certain nombre d'ouvrages hydroélectriques, mais qui a aussi dans son pipe un certain nombre d'autres projets, notamment le barrage de Guina et puis également le barrage de Koukutamba. À l'issue de la session, beaucoup d'investisseurs ont manifesté leur volonté d'accompagner les États africains à améliorer leur taux d'accès à l'électricité. Et pas seulement, car à la session consacrée aux affaires économiques en Afrique, agenda post-2015, les bailleurs de fonds se sont également manifestés. Une aubaine pour le tout nouveau ministre chargé de la promotion des investissements et du secteur privé. Vous avez toutes les grandes entreprises qui sont ici représentées. Donc c'est l'occasion de contacts, d'échanges,
Et depuis que nous sommes là, nous n'avons pas chômé. Nous avons reçu beaucoup de délégations. Nous avons été également reçus. Et il y a beaucoup de projets qui sont dans le pipe et qui vont se traduire en termes d'investissement dans les secteurs prioritaires pour le Mali. J'en veux pour preuve la dernière audience que nous venons d'avoir avec le ministre de l'Azerbaïdjan et qui manifestait un grand intérêt pour notre pays et qui va se traduire dans les jours à venir par des échanges à la fois dans le sens d'aller en Azerbaïdjan et également aussi de l'organisation de forats au Mali avec des investisseurs dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des nouvelles technologies, mais également des domaines de coopération tels que l'utilisation des satellites, etc. Mais ici, tous conviennent que les préalables restent bien sûr la création d'un climat propice à l'investissement. Nous, États, avons le devoir de faire en sorte de créer des climats d'affaires toujours les meilleurs. C'est notre intérêt. Et il est clair et net depuis maintenant des décennies que notre capacité d'employeurs à offrir à nos populations, notamment aux jeunes, s'est réduite d'année en année. Et cette capacité-là est reprise aujourd'hui par le monde des affaires. Donc ce monde des affaires doit être encouragé par des codes à hauteur de souhait, par des systèmes adaptés, par des systèmes de communication entre l'école et l'entreprise pour que nous formions des gens utiles à l'entreprise. Si vous voulez que j'embauche des jeunes gens, si vous voulez que je recrute des jeunes gens, que ces jeunes gens soient utilisables par moi. Notre frère d'Afrique du Sud nous a donné son exemple. Comment il a mis en place un système de formation de gens qui peut livrer sur le marché de l'emploi et avec des capacités de performance réunies aujourd'hui dans les domaines tels que l'industrie maritime, tels que l'aviation, tels que le rail, ou tel que ce qui n'est pas encore tout à fait notre cas, les pipelines. Comment fabriquer les pipelines, comment les conditionner, tout cela est important. Et sont des métiers porteurs d'avenir. Donc ces rencontres-là sont utiles en ce qu'elles nous donnent des idées, elles nous aident nous aussi à élargir notre champ de vision. C'est bien pour ça que je suis à Davos. Et c'est ça l'intérêt de Davos. La phase des défis est lancée, tout comme le compte à rebours, en attendant Davos 2016. Véritable plateforme d'échange d'idées et d'expertise, Davos a le mérite de mettre sur la table les problèmes qui nous touchent tous, riches ou pauvres, et de tenter d'y apporter des solutions. C'est pourquoi, comme le dirait l'autre, si Davos n'existait pas, il aurait fallu l'inventer. Bamako abritera courant 2015 un forum entre les opérateurs économiques maliens et azerbaïdjanais. La déclaration a été faite par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies, Dr Ali Abassov, c'est son nom, qui a été reçu en audience par le président de la République à Davos. Les deux personnalités ont souligné leur volonté commune de développer les liens de coopération entre le Mali et l'Azerbaïdjan. Le ministre est au micro de nos envoyés spéciaux, Sidiki Dambélé et Adama Kamara. Pleasure to be received by President Keïta, President of Mali. Le président de la République du Mali nous a fait l'honneur de nous recevoir ce matin. Et comme vous savez, nous sommes de l'Azerbaïdjan et ça nous a donné l'occasion de présenter les opportunités qui existent dans notre pays, et notamment dans les domaines de la technologie, de l'industrie et de l'agriculture. Nous avons fait part au président de la République du Mali de notre volonté à développer des liens de coopération avec la République du Mali, et donc dans les domaines précités, notamment la technologie, l'industrie et l'agriculture. Donc j'ai eu l'occasion de parler un peu des progrès économiques de notre pays et les perspectives de coopération avec la République du Mali. Dans ce domaine, nous avons souhaité et nous avons demandé au président de la République de donner son accord pour que nous puissions envoyer dans les plus brefs délais une mission de prospection au Mali, une mission qui aura comme objectif d'organiser un forum à Bamako avec les opérateurs économiques du Mali afin de voir toutes les opportunités de coopération
dans un domaine aussi varié que la technologie, l'industrie et l'agriculture. Nous avons apprécié le leadership du président de la République du Mali et nous apprécions également à juste valeur les progrès économiques enregistrés par le Mali et le développement socio-économique en cours. Nous savons que sous son leadership, le Mali est devenu un marché ouvert et nous sommes prêts, la partie azerbaïdjanaise est prête justement à venir au Mali afin d'explorer avec vous donc toutes les opportunités possibles dans ce domaine-là et de renforcer davantage les relations de tout genre entre nos deux pays musulmans frères. Ici à Bamako, le Premier ministre a lui reçu le représentant spécial du président de la commission de la CEDEAO dans notre pays. Les deux personnalités se sont longuement entretenues sur la situation sécuritaire de notre pays. Ils ont également parlé de gouvernance. Le représentant de la CEDEAO au Mali, au micro de Daouda Sidiki Diarra. Le Premier ministre m'a donné l'occasion de faire un peu le tour des questions cruciales du jour, non seulement à propos de la vie du pays, qui indique que les choses s'améliorent de jour en jour. Nous avons surtout eu à discuter aussi du processus de paix, préoccupation principale de tous les Maliens. Le Premier ministre m'a rassuré que plus que jamais, il est disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ce processus aboutisse. Il est certain que la situation sécuritaire est assez préoccupante sur le terrain. De ce point de vue, le Premier ministre m'a rassuré que le gouvernement fera tout pour éviter tout ce qui peut envenimer le peu de sécurité qui existe. Mais le gouvernement est décidé aussi à exploiter toutes les possibilités pour faire en sorte que nous revenions un peu aux situations antérieures qui nous a permis de maintenir un certain équilibre qui ont rendu disponible le démarrage des pourparlers. Nous avons un projet d'accord sur lequel les différentes parties maliennes travaillent et qu'en reprenant, nous devrons nourrir l'espoir de nous entendre encore sur les quelques points qui fâchent pour que très rapidement nous allions à un accord de paix. Mais l'accord sera la condition sine qua non, aussi bien pour le gouvernement, pour les groupes armés, que pour la communauté internationale, pour que nous allions à une paix équitable et qui sauvegarde l'essentiel de la République du Mali, pour laquelle la CEDEAO a déjà exprimé et réaffirmé sa position, à savoir que l'intégrité territoriale, l'unité, la laïcité sont des points sur lesquels la CEDEAO a obtenu au moins l'accord tacite des différents groupes concernés depuis le 4 décembre 2012. Une rencontre d'échange entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec les gouverneurs de région, préfets et sous-préfets. Le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a entretenu ses interlocuteurs sur les défis administratifs, socio-économiques et sécuritaires actuels. Les échanges ont également porté sur l'organisation des élections communales et régionales ainsi que la restauration de l'autorité de l'État. Sur ce dernier point, le ministre a invité les gouverneurs de région à prendre leurs responsabilités, alors toutes leurs responsabilités, et à s'assumer, nous dit Bourama Traoré qui était présent. Ce n'est pas inhabituel, l'image du jour, mais certainement rare. Gouverneurs de région, préfets et sous-préfets presque au complet. Ensemble, tous répondre ainsi à une invitation du ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Première rencontre entre les nouveaux ministres en charge de la décentralisation et les représentants de l'État. Le chef du département de tutelle tient à rappeler à ses interlocuteurs le défi immédiat à relever, celui de l'organisation des élections communales et régionales. Il s'agit pour nous, en cette phase ultime, de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires concourant à la bonne organisation de ces futures élections dans l'échéance fixée. L'échéance fixée étant le 26 avril 2015. Nous sommes en face d'un agenda incompressible,
Toutes les dispositions doivent être prises pour maintenir le cap et ne pas y déroger. À cet effet, il conviendrait de faire l'état des lieux du matériel électoral, du personnel et des moyens financiers à mobiliser dès à présent. Et ainsi, chaque gouverneur de région, excepté celui de Kidal, fait le point des préparatifs de ces élections au niveau de sa circonscription. Élections qui doivent parachever le cycle électoral. Les représentants de l'État reviennent également sur leurs principales préoccupations. Il s'agit en l'occurrence de l'insécurité, l'insuffisance du crédit de fonctionnement et du personnel, la vétusté des locaux, entre autres. Le ministre Abdoulaye Idrissa Maïga dit prendre bonne note avant d'insister sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Vous représentez le gouvernement, vous représentez l'État. Dans cette représentation, c'est à vous de vous assumer, d'exercer cette autorité, cette responsabilité, pour qu'il y ait le calme. C'est à vous d'arbitrer, de ne pas permettre les abus. Je ne prendrai pas un coup de fil pour des questions de village, pour des questions de fraction. Ce n'est pas du détail, mais moi je ne gère pas non plus le détail. Mais ces questions d'élection, de contestation, de conflit au niveau des villages, fractions, vraiment, monsieur le gouverneur, gérez ça de façon responsable et vous avez l'autorité pour le faire. Et de poursuivre en appelant les gouverneurs des régions à être des modèles à travers leurs actes, récits, faits et gestes. En marge de la rencontre, une trentaine d'agents du ministère de l'administration territoriale ont été décorés pour le service rendu à la nation. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation convie en réunion les présidents des partis politiques ou leurs représentants demain samedi 24 janvier à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako avec comme ordre du jour prise de contact avec le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est tout nouveau. Le ministre de l'Éducation lui a rencontré aujourd'hui les partenaires techniques et financiers ainsi que les partenaires sociaux. Cette rencontre qui se voulait une prise de contact a permis aux différents acteurs d'échanger autour d'un défi majeur, celui du redressement de l'école malienne. Compte rendu, Nouhoum Sissoko. Renforcer le dialogue avec les partenaires de l'école pour relever les défis de notre système éducatif. C'est le sens de cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et les partenaires techniques et financiers PTF, ainsi que les partenaires sociaux. Monsieur le ministre, parmi les tâches les plus urgentes qui vous attendent, nous pouvons noter la réactivation de la commission de suivi et d'évaluation de l'accord de partenariat pour une école apaisée et performante. Ce cadre de concertation, actuellement en quête de légitimité, est pratiquement la seule instance capable de s'autosaisir des problèmes de l'éducation en amont et de les gérer en collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux de l'école. L'état dans lequel se trouve aujourd'hui le système éducatif malien nécessite une action urgente et une contribution effective de chacun des acteurs dans le système. Il y avait eu des avancées qui avaient permis de dépasser les 80% de taux de scolarisation. Et suite aux différentes crises qu'a connues le pays, nous avons assisté à un recul substantiel des différents indicateurs. Pour le ministre de l'Éducation nationale, les échanges avec les partenaires seront privilégiés. Notre défi commun est et demeure le redressement de l'école malienne à travers un réarmement moral indispensable à la mise en place d'une bonne gouvernance. Le dialogue avec tous les partenaires restera notre instrument privilégié. Ainsi, tous les cadres de concertation et de négociation seront dynamisés en vue de trouver des solutions consensuelles mais réalistes aux nombreux défis qu'il nous revient de relever. Et selon le ministre, un traitement des différentes revendications sera fait dans la limite des moyens de l'État. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi auparavant. Il a reçu Madame le ministre du Travail, de la fonction publique et de la réforme de l'État chargée des relations avec les institutions. Madame Diarra Raki Tala était venue voir pour une visite de courtoisie, mais aussi voir avec Jamil Bitar les difficultés de son entité, de son département, afin de trouver des solutions idoines pour le bon fonctionnement de notre pays.
La salle de conférence du ministère du Commerce et de l'Industrie a servi de cadre à la première session du Conseil national des prix et c'était sous la présidence du chef du dit département Abdelkarim Konaté. La problématique de l'approvisionnement du pays en gaz butane et le retrait progressif de l'état de la subvention à la consommation de ce produit. La baisse des prix des produits pétroliers, je vais y arriver, la baisse du tarif de l'électricité, la situation de l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité étaient donc les points inscrits à l'ordre du jour de cette première session. Lamine Keita était présent. À l'issue des débats, le Conseil national des prix a pris acte du retrait progressif de l'état de la subvention à la consommation du gaz butane, tout en recommandant la prise de mesures permettant l'assainissement et l'accompagnement du sous-secteur gaz. Le Conseil national des prix se réjouit de la tendance baissière du cours des produits pétroliers sur le marché international et félicite le gouvernement de sa répercussion sur les prix à la pompe. Le Conseil national des prix demande la poursuite de cette politique. Le Conseil national des prix se réjouit de l'adoption de la directive portant modification de la directive fixant les nouveaux tarifs de l'électricité. Cette directive prend en charge les préoccupations des travailleurs en faisant passer la tranche sociale de 100 kWh à 200 kWh et en ramenant le prix de l'électricité à son niveau d'avant juillet 2014. Le Conseil national des prix se réjouit de l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité. Les prix de 2014 ont été inférieurs à ceux de 2013 pendant les mêmes périodes. Cette tendance s'est poursuivie en janvier 2015. Les stocks disponibles des produits de première nécessité sont largement supérieurs au seuil d'alerte. Et ce communiqué qui colle bien à cette première session du Conseil national des prix, des informations provenant du marché du gaz butane font état de la vente de ce produit à des prix supérieurs au prix indicatif plafond. Il est à rappeler que le prix de vente de la bouteille de 6 kg est de 3 500 francs et celui de la bouteille de 2,75 kg est de 1 605 francs CFA. Il est donc demander aux distributeurs et revendeurs de respecter ces prix. Les consommateurs, quant à eux, sont donc invités à acheter le gaz butane au prix en vigueur. Toute vente de bouteilles de gaz butane à des prix supérieurs au prix ci-dessus indiqué sera considérée comme une infraction et punie conformément à la réglementation en vigueur. La Banque centrale européenne va racheter 60 milliards d'euros mensuels de dettes publiques et privées, et ce de mars 2015 à septembre 2016. Un total de 1140 milliards d'euros en 19 mois, ce qui fait couler beaucoup de salive dans et hors espace européen. Explication d'un phénomène économique et financier inédit par l'immensité du programme. Sori Ibrahima Keita s'est penché sur le sujet. La Banque centrale européenne initie ce que les chroniqueurs des finances appellent volontiers le Big Bang de la BCE. En fait, de quoi s'agit-il? Le président de l'institution, Mario Draghi, déclare tambour battant que sa banque décide de lancer un programme élargi de rachat d'actifs, montant 1140 milliards d'euros. Programme dit d'assouplissement quantitatif. Il constitue la version moderne d'une stratégie consistant à injecter des liquidités pour peser sur les taux d'intérêt, avec pour objectif de relancer l'activité économique via crédit et de faire remonter les prix. D'abord, c'est des situations d'extrême urgence. C'est des situations qui arrivent lorsque les pays d'une zone monétaire, d'une zone économique sont en grande difficulté. Le principe est assez simple. Il s'agit d'accroître la capacité de financement, le pouvoir d'achat des pays en question. Et cela se passe par ce qu'on appelle la planche à billets. Il s'agit d'injecter de l'argent frais dans l'économie à travers ces différents rachats-là qui sont opérés par la Banque centrale. C'est une disposition qui est prévue notamment dans le cadre notamment des activités de la Commission européenne. Il s'agit de procéder par une technique économique bien connue qu'on appelle la titrisation de la dette. La titrisation de la dette, il s'agit notamment de reconvertir les dettes publiques ou les dettes privées en titres de créance.
et en titre d'échéance pour permettre alors de refinancer notamment les entreprises du secteur privé. Les rachats s'effectueront par les banques centrales des 19 pays de la zone euro. Seuls 20% des titres achetés seront soumis à un partage des risques. Les 80% autres seront supportés par les banques centrales nationales individuellement. L'objectif final, c'est d'accroître la capacité de financement des pays, c'est d'accroître le pouvoir d'achat des différents pays et c'est aussi de permettre à ces pays-là de renoncer, ne serait-ce que pendant un temps, aux charges de la dette qui pesait sur eux à travers les différents remboursements qu'ils étaient chargés d'opérer. Pour les pays qui sont en difficulté comme la Grèce, cela va permettre de souffler un tout petit peu. Et aussi, mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'il y a des pays qui ne sont pas très heureux de cette initiative-là, des pays comme l'Allemagne, qui n'ont pas intérêt justement à ce que de telles mesures puissent être mises en place, parce que ça incite les pays en difficulté comme la France, comme la Grèce, de ne pas entamer des réformes qui sont indispensables pour permettre aux économies de stabiliser leur dette publique. En réalité, l'Union européenne n'a pas inventé la roue. L'Union européenne n'a seulement qu'emprunté des techniques qui sont mises en place par l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, qui permet alors de reconvertir notamment une partie de la dette des États qui sont fortement endettés en essayant de permettre à ces États de réinvestir cela dans le cas des secteurs stratégiques concernant la lutte contre la pauvreté. Nous, d'abord, c'est d'un point de vue commercial. Aujourd'hui, que leur économie puisse souffler un peu peut avoir des répercussions positives sur notre économie. La BCE est l'institution monétaire de l'Union européenne d'essence fédérale. Créée le 1er juin 1999, elle est chargée d'émettre l'euro comme monnaie commune et unique. Définir les grandes orientations de politique monétaire de la zone euro et de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre, y compris donc le maintien du pouvoir d'achat de l'euro et de la stabilité des prix dans la zone euro. De là à investir plus d'1 milliard d'euros dans des rachats de dettes, pour des analystes des finances mondiales, il n'y a pas de doute, Mario Draghi a renversé la table. Avec les planches habillées, Sori Ibrahima Keïta. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication rappelle aux promoteurs de radio que l'installation ou la mise en exploitation d'une radio sans autorisation préalable constitue des violations graves de la réglementation en vigueur et expose à des peines d'emprisonnement. Par ailleurs, le ministre informe que l'autorité malienne de régulation des télécommunications, TIC et des postes, AMRTP, est habilitée à procéder à l'enlèvement des équipements d'émission de toute radio qui opérerait sans autorisation. En conséquence, le ministre invite tous les promoteurs qui ne disposent pas d'autorisation à arrêter sans délai leurs émissions. Le lieutenant-colonel Mamadou Bakari Traoré est le nouveau commandant de corps du 34e bataillon du génie militaire. La cérémonie de passation de commandement avec le commandant sortant, le lieutenant-colonel Charles Moussa Diakité, s'est déroulée, cérémonie que vous voyez sur ces images, c'était sur la place d'armes du génie militaire et c'était en présence de la hiérarchie, de nombreux compagnons d'armes des parents. Auparavant, les deux personnalités ont procédé à la revue des troupes. Un défilé militaire a mis fin à la cérémonie. Voilà, passation de commandement. C'était ce matin au génie militaire. Le bureau exécutif du RDS était hier jeudi au siège de l'URD. Ensemble, les deux parties ont échangé sur la situation politique sécuritaire du Mali. Ils ont conclu qu'il est urgent, plus qu'urgent, pour tous les Maliens de se mobiliser pour sauver notre pays. Compte rendu, Mamourou Sidibé. Yunus Diko a tout d'abord fait l'état des lieux du Mali sur le plan politique, administratif et sécuritaire. Il a ensuite salué la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta aux élections précédentes avant de se pencher sur les difficultés qui traversent le Mali. L'intérêt national, la sauvegarde de l'intégrité territoriale nous oblige
en toute conscience, en toute honnêteté, en toute responsabilité, à aller dans la même direction. Il y a des moments où la politique, telle qu'on la pratique d'habitude, l'opposition qui agit pour remplacer la majorité qui se bat pour ne pas quitter. Il y a des situations où ces jeux ne marchent pas. En réponse, le président de l'URD a remercié le professeur Diko pour les mots forts à l'endroit du Mali et de son parti. Nous avons une responsabilité de la paix sociale. C'est pourquoi nous avons le devoir de proposer et parfois de dénoncer ce qui ne marche pas, a-t-il ajouté. Il faut que les enfants du pays se réunissent, réfléchissent et définissent les priorités. La priorité aujourd'hui, c'est de défendre le pays. L'URD est disponible à jouer sa partition. Une partition républicaine, une partition pour l'union, une partition dans le respect des valeurs démocratiques et des valeurs républicaines. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il faut pour notre pays des discussions franches entre le gouvernement, la société civile, la majorité présidentielle et l'opposition républicaine pour que nous esquissions des solutions pour pouvoir gagner ce combat de l'unité. Ensemble, les deux partis ont annoncé qu'ils sont dans la logique du rassemblement autour de nos valeurs pour sauver notre pays. Toujours au mode politique, c'est avec une grande satisfaction que le bureau politique national de l'UM-RDA Faso Djigui a pris la décision du président de la République de lever à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Mali les médaillés d'or de l'indépendance. L'UM-RDA Faso Djigui salue l'attribution de cette très haute distinction honorifique comme la marque d'une reconnaissance renouvelée à cette génération d'hommes et de femmes, ces militants du 1er octobre, du 20 janvier et du 5 septembre 1961. L'actualité dans nos régions, en 4e région, lancement du programme d'appui à la formation professionnelle phase 4 dans la région de Ségou. 11 milliards de francs CFA est le coût total de la phase. Nous retrouvons depuis Ségou Amaguiré Ogobaradelo. Ils sont 100 responsables des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales et de la société civile de la région de Ségou à partager toute la philosophie de la 4e phase du programme d'appui à la formation professionnelle PAFP 2014-2017 qui entame ses activités dans la région. Le PAFP vise à mettre en place un système de formation professionnelle dans les régions où nous intervenons en appui aux acteurs locaux, c'est-à-dire autant les autorités régionales, à commencer par le conseil régional, tous les acteurs de la formation au niveau des services déconcentrés de l'État, les formateurs, et finalement le destinataire final, c'est les populations. La formation doit viser à une amélioration de leur situation économique. Donc toute formation doit déboucher sur ou un emploi ou une amélioration de la situation économique des personnes. Avec une enveloppe de 11 milliards de francs CFA, le programme vise 40 000 jeunes, filles et garçons non scolarisés de plus de 16 ans d'âge, ceux déscolarisés sans qualification professionnelle, demandeurs d'emploi ou de compétences supplémentaires. J'ose espérer que vous, acteurs de la région, saisirez cette opportunité à travers la formulation des projets de formation pour booster les secteurs économiques et ainsi réduire le chômage des jeunes, qui constitue un souci prioritaire pour les autorités administratives et politiques du pays en général et de la région de Ségou en particulier. Cette opportunité a contribué à la compétitivité des secteurs économiques porteurs par une formation axée sur l'emploi a été fortement saluée au nom des élus par Yaya Bamba, premier vice-président du conseil régional de Ségou. Une trentaine de filles déscolarisées dans le cercle de Baraouli vient de terminer une formation à des métiers de teinture, couture et savonnerie. Les bénéficiaires ont reçu du matériel pour s'installer. C'est une activité de Plan Mali avec l'appui de son partenaire, les Pays-Bas, à travers le projet AMI avec son centre à Boubouéré. C'est à Baraouli, nous dit Adama Koulibaly. Former des jeunes déscolarisés du monde rural à des métiers est une politique de Plan Mali. L'ONG internationale estime que la formation professionnelle des jeunes est la voie du développement. Pour ces responsables, les filles qui viennent d'être formées et avec le matériel de leur métier choisi pourront se battre pour leur insertion socio-professionnelle. Actuellement, ce projet intervient dans 4 villages
savoir Banido, Boubouare, Kono-Boubouville et Namaki-Bougou. Ce projet vise à promouvoir particulièrement les droits des filles pour les protéger parce que ce sont les plus vulnérables dans nos communautés. Une cérémonie de fin de formation et de remise de matériel fêtée avec joie par les parents des filles pour témoigner leur reconnaissance à Plan Mali. À la cérémonie, les autorités locales, l'État étaient représentés à Boubouéré. Tous ont remercié l'ONG pour cette initiative. Une initiative que le préfet de Barawili, Ogobara Augustin Pérou, a qualifiée de moyen de réduire le taux de chômage avec la création d'emplois jeunes. La salle de conférence du Conseil de Sec de Bougouni a abrité une concertation autour de la gestion décentralisée de l'école cas des comités de gestion scolaire. Il s'agit d'informer tous les acteurs de l'école sur le rôle et responsabilités dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Envoyés spéciaux Boubacar Sissoko et Abdrahman Keïta. Cette concertation a regroupé les maires, les présidents des comités de gestion scolaire, les représentants de certaines ONG et les autorités scolaires du cercle de Bougouni. Les échanges ont permis aux participants de connaître les rôles et responsabilités des acteurs dans la gestion de l'école en mode décentralisé. Les CGS ont été mis en place, ils n'ont pas reçu de formation. Ils ne savent pas qu'ils ont un grand rôle à jouer dans le système éducatif. Les maires aussi sont propriétaires des écoles de l'éducation au niveau des communes. Beaucoup de maires ne savent pas qui sont les premiers responsables. Et les services techniques sont là également pour nous conseiller. Les réflexions menées pendant la rencontre ont abouti à un certain nombre de solutions. Solutions, une fois appliquées, correctement permettront aux comités de gestion scolaire de jouer efficacement leur rôle. Il faut les sensibiliser pour qu'ils sachent pourquoi ils ont été élus pour être membres des comités de gestion. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ça, c'est le rôle de la mairie. Ils jouent un rôle pour appuyer la mairie, pour appuyer la commune dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage de l'éducation. Cette concertation a comblé les attentes des autorités scolaires qui pensent qu'à l'issue de cette formation, les conflits de compétences entre les acteurs impliqués dans la gestion de l'école en mode décentralisé seront amoindris. Lorsqu'il y a une réunion autour de l'école, il y a peu de lits qui viennent. Aujourd'hui, vous avez vu la salle. La salle était pleine de maires et de présidents de comités. Et vous avez vu, ils sont libérés, ils ont dit tout ce qu'ils pensent. Tout a été dit ce matin. Cette concertation a eu lieu grâce au concours du programme d'appui à la décentralisation de l'éducation PAD sur le financement de la coopération suisse au Mali. En 5e région, lancement du projet formation continue des enseignants et évaluation, mesure des apprentissages. Il concerne 12 000 écoles pour la période 2014-2019 et c'est sur un financement du Canada à hauteur de 18 millions de dollars canadiens. Jules Sambou Sissoko. Après le projet d'appui à la mise en œuvre de la formation continue des enseignants PAMOF, voici venu le projet formation continue des enseignants et évaluation mesure des apprentissages formés, dont la mise en œuvre permettra de consolider les acquis du PAMOF. D'une durée de 6 ans avec un coût global de 18 millions de dollars canadiens, le projet formé concerne 12 000 écoles du Mali. Le projet formé est un projet en éducation qui a deux composantes. La formation continue des maîtres et la mesure et l'évaluation des apprentissages. C'est une suite du premier projet canadien de cette ampleur-là qui avait eu lieu justement au Mali et qui s'appelait alors le PAMOF. C'est pour aider les structures, le niveau central bien sûr, le ministère de l'Éducation, la Direction nationale de l'enseignement normal à Bamako, ainsi que toutes les structures déconcentrées, les académies, les CAP et les IFM. Le présent projet s'inscrit dans la continuité de l'appui canadien au secteur de l'éducation au Mali, avec comme résultat ultime une amélioration des résultats scolaires des filles et garçons de l'école fondamentale. Il vous appartiendra pendant les 2 jours à venir de vous en saisir et de vous en approprier. Parce que la réussite doit être le gage
de ce que vous allez faire. Et sans une bonne éducation, aucune nation aujourd'hui ne peut émerger. En marge de cette cérémonie de lancement, la Fondation Théos pour l'équité, le développement et la paix du Tchad, à travers la MINUSMA, a remis 4200 cahiers aux élèves des académies d'enseignement de la région de Mopti. La plateforme des mouvements armés de Gao regroupant tous les mouvements patriotiques vient d'initier une marche à Gao. Le but est de soutenir l'armée malienne et ses alliés dans la lutte contre les terroristes. Cette marche a regroupé toutes les composantes de la société civile des régions du Nord à l'unisson. Elles ont dénoncé les exactions de ces derniers jours exactions commises par les rebelles sur les populations. Compte rendu de cette marche avec Boubacar Bablé Touré. Cette marche partie de la place de l'indépendance au gouvernorat de Gao a regroupé les communautés Soraï, Tamashek, Arabes et Peuls des régions de Gao et de Kidal. Elle avait pour but de soutenir les efforts de l'armée malienne et ses alliés dans la lutte contre les groupes rebelles. Ce regroupement a été initié par la plateforme des mouvements armés et non armés de la 7e région favorable à la République du Mali. Nous sommes fatigués dans cette histoire. Tous les jours, c'est de l'insécurité. Tous les jours, on ne compte que des veuves. Tous les jours, on ne compte que des orphelins. Vraiment, il est temps d'avoir une solution à cette histoire. Nous sommes sortis pour réclamer la paix, parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, nous sommes plus de 2000, 3000 personnes à Gao qui sont empêchées de rentrer dans leur famille, empêchées de voir leurs femmes, leurs enfants. Nos maisons, nous avons abandonnées depuis le 20e mai. Nous avons hâte de rentrer à Kidal, mais Kidal sous le drapeau du Mali. Toutes ces communautés ont fait étalage de leur ras-le-bol face aux agissements des groupes armés qui empêchent la paix et la stabilité de s'installer au Mali. C'est la raison pour laquelle des recommandations ont été faites afin que les choses changent positivement. Nous, communauté de la région de Gao, recommandons la sécurité des populations civiles et leurs biens, la refondation de l'état de droit, le redéploiement des forces de sécurité et de défense sur toute l'étendue du territoire national, particulièrement dans les régions du Nord, l'implication des communautés locales dans la gestion de la sécurité des villes. Enfin, le respect des engagements des différentes parties par rapport au cessez-le-feu. Les autorités administratives soutiennent cette activité qui ne fait qu'appuyer le gouvernement dans la recherche de la paix. Votre sécurité est confiée à des hommes et des femmes que pour être efficaces dans leur mission, ont certainement besoin de votre complicité quelque part. Ça, c'est indéniable, nous le partageons tous. Pour qu'ils soient efficaces et pour qu'ils anticipent sur le risque, ils comptent sur votre complicité. Un document contenant des doléances de la plateforme a été remis aux plus hautes autorités du pays via l'administration régionale. Mot de culture, 3 milliards de francs CFA, c'est le fonds d'aide nécessaire pour faire redémarrer l'industrie cinématographique du Mali. C'est l'idée maîtresse de la restitution des journées de concertation sur le cinéma malien. Ces journées ont été organisées par le CNCM et l'Union des cinéastes du Mali. Sidi Diabaté de l'Union des cinéastes donne des éclaircissements. Il est au micro de Suleiman Kenza, Sidi B. Le vrai problème du cinéma malien, le plus crucial, c'est vraiment le financement. Le financement. Ça, nous le crions sur tous les toits. La qualité des cinéastes maliens n'est pas en doute. Depuis 1998, et même avant. Si je dis 98, c'est parce que en 98, la loi sur l'industrie du cinéma a été votée et que dans cette loi-là, les articles 76-77 stipulait vraiment la création d'un fonds, les écritures du Trésor. Malheureusement, de 98 à aujourd'hui, on se bat pour la mise en place de ce fonds. Nous avons demandé 3 milliards sur 3 ans, c'est-à-dire une dotation initiale d'1 milliard par an. Et ce qu'il faut dire, la réalité c'est que la mise en place de ce fonds est une question de souveraineté. Ça, c'est clair. Et les pays qui l'ont fait ne sont pas plus nantis que le Mali. Sur le plan financier, je dis bien, mais sur le plan culturel, je peux le dire sans risque de me tromper, que la culture malienne est assez riche. Et nous avons beaucoup plus de raisons de mettre de l'argent dans notre culture que certains pays qui ont eu à le faire.
En deuxième région, le stade Diarra H rénové en gazon synthétique. Ces travaux ont coûté 400 millions de francs CFA. L'infrastructure devra contribuer à galvaniser les acteurs du football de la région pour de meilleures performances. Les autorités communales et sportives ont livré leur reconnaissance des efforts consentis par le gouvernement pour aider le football malien. Brahima Kone, que nous retrouvons. Le ministre des Sports est bien accueilli par les Kouloukoura à travers des manifestations artistiques et une ambiance sportive. Ouseni Amio Guindo a présidé la cérémonie de réception provisoire du stade Mamadou Diarra H rénové en gazon synthétique. L'infrastructure est présentée par le superviseur des travaux réalisés par l'entreprise Greenfields. Un terrain en gazon synthétique de dimension 110 sur 73. 2 jeux de but complets, poteau, barre transversale, filet et divers supports et soutiens filets. 4 jeux de poteau de corner, support et drapeau. 3 habits de touche. Les autorités communales et sportives estiment qu'en plus du gazon synthétique, la rénovation du stade Mamadou Diarra H doit se poursuivre jusqu'à ce que ce joyau ait les normes susceptibles d'abriter les compétitions internationales. Qu'à cela ne tienne, ce terrain rénové à un coût d'environ 400 millions de francs CFA constitue aujourd'hui un motif d'encouragement pour la Ligue régionale de football de Koulikoro. Nous sommes l'une des régions qui n'a pas encore la Coupe du Mali. Nous sommes centre du Mali. Le Niana a joué 4 fois la finale de la Coupe nationale. Malheureusement, nous devons nous atteler à cela. Nous sommes la seule région qui a une chance avec la FIFA. Nous avons un centre technique national qui fait un investissement de 570 millions. Un stade borzonnier de dernière génération d'une valeur de 400 millions. Le ministre des Sports réitère la volonté des plus hautes autorités du Mali de mettre à la disposition des acteurs sportifs les voies et moyens permettant d'aller encore de l'avant. Le président de la République a bien voulu que nous engagions dans tous les sens. L'État fait ce qu'il peut, mais aussi développer le partenariat public-privé pour parvenir à obtenir des résultats comme ça. Tous les moyens sont mis pour que, effectivement, notre pays soit doté à hauteur de souhait d'infrastructures sportives pour permettre à nos sportifs de s'exprimer, d'être compétitifs et à l'intérieur ici et à l'extérieur du Mali. Ce joyau peut avoir une longue durée de vie si l'on respecte les consignes édictées par le technicien Albert Dossuyovo, superviseur des travaux de l'entreprise Greenfields. Selon lui, pas de concerts, fumeurs, courses de chevaux et surtout pas d'atterrissage d'hélicoptères sur l'aire de jeu du stade. Voilà. Guinée équatoriale 2015, après le nul contre le Cameroun, les Aigles s'apprêtent à affronter demain samedi les éléphants de Côte d'Ivoire. Seydou Keita et ses partenaires entendent relever le défi face à la Côte d'Ivoire. Kodi Sibi nous présente ce match depuis Malabo. Disons que je suis plutôt inquiet, parce que si le Mali joue comme ça contre la Côte d'Ivoire au prochain match, je suis très inquiet. Bonne équipe. Qui prouve bien que pour l'équipe africaine, il vaut mieux travailler sur le long terme ou à défaut sur le moyen terme parce que les résultats immédiats n'arrivent pas toujours. La peur est-elle en train de changer le camp à la veille des rencontres Mali-Côte d'Ivoire? Il est vrai que les résultats plaident en faveur des éléphants. En 35 confrontations, la Côte d'Ivoire a 22 victoires contre 5 pour le Mali et 8 matchs nuls. Mais ces derniers temps, c'est le Mali qui fait le jeu et les Ivoiriens gagnent de justesse. Après une bonne prestation contre le Cameroun en termes de volume du jeu, les Aigles entendent maintenir cette dynamique. Chaque match sera différent. Chaque match, bien sûr, qu'il faut gérer de la manière qu'on a fait contre le Cameroun, c'est-à-dire être présent à tous les niveaux, sur le plan footballistique, sur le plan mental, avoir les joueurs extrêmement combatifs, les joueurs qui se donnent à fond dans chaque match pendant 90 minutes. Chez les joueurs maliens, l'envie de vouloir changer la donne prend le pas sur la peur d'affronter un adversaire contre lequel ils ne réussissent pas souvent. En termes clairs, la Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Il suffit que les jeunes soient forts mentalement. Et il faut se préparer mentalement. Il faut avoir cet état d'esprit de vaincre, comme j'ai expliqué avant. Il faut que les joueurs soient présents, solidaires, et combatifs, etc. Mais ça, vous savez, c'est pas par parole qu'on essayé de préparer les joueurs. Ça, par le travail quotidien.
Il faut qu'on donne notre projet, qu'on ajoute mental, qu'on ajoute l'agressivité, qu'on ajoute la collectivité, qu'on ajoute la détermination. Ça fait partie des travaux quotidiens. Au moment où les Aigles abordent cet important match, Henri Kasperzak dispose de son groupe au complet. Alors que côté ivoirien, le bourreau des Maliens lors de la CAN 2012, Gervinho, est suspendu. Cela fait moins de soucis en défense et devra permettre aux joueurs maliens d'être plus agressifs. On ne peut pas livrer un match vaillant qu'on a fait contre le Cameroun et être en deçà de ça contre la Côte d'Ivoire. Soyez rassurés que les jeunes, ils feront plus que ce que vous avez vu. Ça, ils l'ont promis et nous, on travaille pour ça. On ne peut pas faire moins que ça. Parce que c'est vrai que par le passé, on a souvent eu, si tu veux, des rentrées en dents de scie. Et c'est ce qu'on veut éviter. On est conscient de l'enjeu et pour nous, la CAN, c'est ce samedi. Une victoire samedi est bien à la portée des Aigles. Elle permettra non seulement de faire un grand pas vers la qualification au deuxième tour, mais aussi d'armer mentalement Sédou Keïta et ses camarades pour la suite des débats. En tout cas, l'optimisme affiché depuis Malabo par le vice-président de la Fédération malienne de football, Boukari Sidibé du Colon, cet optimisme est partagé ici au Mali sur l'ensemble du territoire et espérons que les dieux de stade seront maliens et que impossible n'est pas malien. L'affiche d'aujourd'hui, CAN Guinée équatoriale, la deuxième journée dans le groupe C, s'est achevée il y a quelques instants. L'Afrique du Sud et le Sénégal ont fait match nul 1-1. Auparavant, le Ghana a sonné la révolte en battant l'Algérie 1-0. Seragatou Cissé nous résume ces deux matchs. Le Sénégal, toujours dans le bon wagon à Mongomo. Les Lions sont pourtant menés au score à l'entame de la seconde période par les Bafana d'Afrique du Sud, grâce à Oupa Manissa, profitant des largesses de la défense. L'égalisation sénégalaise intervient à la 60e minute suite à une tête imparable de Serigne Kara Mbodj. Comme à la CAN 2008, l'Afrique du Sud et le Sénégal se quittent dos à dos 1-1. Sous les ordres de notre compatriote Koman Koulibaly, Ghanéens et Algériens ont produit un football rythmé avec des contacts rugueux en première période. Tout bascule au deuxième acte de jeu. Les Black Stars du Ghana et les Fennecs d'Algérie se rendent les occasions coup pour coup. La délivrance arrive dans les arrêts de jeu. Sur une longue transversale de Moubarak Wakasso, Asamoah Jean, le capitaine ghanéen, prend de vitesse le défenseur Kalmeyani et croise parfaitement sa frappe. 1-0. Cette victoire remet les Black Stars dans le sens de la marche. Les Fennecs d'Algérie sont redescendus de leur nuage. Le Sénégal vire en tête du groupe C avec 4 points, suivi du Ghana 3 points, de l'Algérie 3 points et de l'Afrique du Sud 1 point. La troisième et dernière journée du groupe C, prévue le 27 janvier prochain, verra les oppositions Afrique du Sud-Ghana à Mongomo et Sénégal-Algérie à Bata. Deux chocs aux allures de finale. Toujours du football sur cette même chaîne. Voilà, mesdames et messieurs, avant de refermer définitivement ce journal, c'est quelques communiqués. Le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, chargée de la fixation des dates officielles des fêtes musulmanes et du début du mois de Ramadan, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiou Sani ou la série Follow a été aperçu dans notre pays à la date du mercredi 21 janvier 2015. En conséquence, le mois lunaire Rabiou Sani ou la série Follow a débuté le jeudi 22 janvier sur toute l'étendue du territoire national. Le président du collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe les participants que le forum sur la relance économique du Mali, initialement prévu le 15 janvier dernier, aura lieu demain samedi 24 janvier à partir de 10h sur le site de la FEBAC au parc des expositions. Voilà, journal de la FEBAC que vous pourrez suivre après ce journal sous la coordination de Ibrahima Djombele, mais c'est avec une présentation, ça sera une présentation de Nyanya Aliou Traoré. Le Mali a été déclaré sorti de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, c'était le 18 janvier dernier. Nous revenons ce soir sur les dispositions qui ont permis d'arriver à ce résultat
et les mesures à observer. Ce sera dans un entretien en Bamanan que le professeur Sambasso, coordonnateur du centre opérationnel d'urgence, a accordé à Marc Koulibaly. Entretien à suivre après ce journal. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 13h, Rachel Tessougué, et je me ferai le plaisir d'être là pour la grande édition après les matchs de demain. Le Mali qui va rencontrer, match qui nous intéresse, le Mali qui va jouer contre la Côte d'Ivoire. Excellente nuit d'ici là. Au revoir.